Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du rapport d'autopsie Batman, donc Batman Autopsie, le rapport. Puisqu'ils ont fait le podcast audio, eh bien nous en faisons le rapport. Un rapport que nous avons maintenant pris l'habitude d'enregistrer très tard, puisqu'il est 11h un vendredi soir et qu'on n'a rien d'autre à foutre que d'enregistrer ce rapport. Alors, il faut préciser qu'on aurait dû l'enregistrer beaucoup plus tôt, mais que monsieur là a été malade cette semaine. Et du coup, toujours en convalescence, hein, mais ça va bien. J'ai envie de dire, à l'article de la mort, nous ne pouvions pas enregistrer, donc on a attendu un petit peu fin de semaine, histoire que le gars se retape. J'étais au bord de l'autopsie, quoi. Mais en tout cas, moi personnellement, j'étais au taquet de l'écouter, je n'en pouvais plus de t'attendre, et vu qu'on était parti là-dessus, c'est-à-dire écouter les épisodes avant d'enregistrer. C'est-à-dire juste avant. Là, on vient de le juste finir. Avant, on vient de le faire, là. On vient de finir l'épisode. Et donc encore une fois, c'était une joie non dissimulée d'avoir écouté ça avec toi. Même si il y avait les enfants, qu'on éteignait les bazars, tout ça, c'était un peu chaud. Mais c'est vrai que ça a quelque chose de spécial de l'écouter comme ça, de nuit, j'ai envie de dire. Et puis voilà, il n'est pas impossible qu'on l'écoute même un jour en direct. Il n'aurait pas été impossible qu'on l'écoute en voiture. Tout ça pour dire qu'on se retrouve. Est-ce que tu peux nous pitcher là où on en est? Alors, ça va être compliqué du coup de pas spoiler. Non, on peut pas pitcher parce que sinon on va spoiler. Alors, moi, ce que je te propose, on va partir sur le fait de pitcher là où on en est. Ensuite, on va donner nos avis respectifs des épisodes par rapport aux deux premiers notamment, sans rentrer dans les détails. Et puis, voilà. Et nous dire ce qu'on a pensé globalement de l'épisode, enfin des deux épisodes du coup, les épisodes 3 et 4, je sais pas si je l'ai dit jusqu'ici. Et puis après, hop, spoiler, et là on entamera le truc. Mais on va essayer de parler à demi-mot. Autant dire que ça va être la partie non spoil va être beaucoup plus courte forcément, fatalement. Non, mais que la partie. Tu peux pitcher quand même le truc, le départ, puis les deux premiers, tu vois, là où on en est, quoi. Rapidos, c'est que on en est où? On en est que à la fin du deuxième épisode, Brucey trépassé, il est passé de l'autre côté, quoi. On a une annonce radio, en tout cas. C'est tout à fait ce que je voulais dire. On a une annonce radio. Qu'est-ce que c'est que ça? En disant ça, c'est absolument incroyable parce qu'on ne spoile pas les deux premiers épisodes. C'est-à-dire qu'effectivement, le Bruce... Non, mais il y a une annonce radio, c'est Vicky Vale qui annonce à la radio qu'ils ont retrouvé l'épave d'un avion de tourisme et qui s'avère que c'est celui de Bruce Wayne et qu'il est mort. Voilà. L'épisode s'arrête là, quoi. On peut ajouter que durant le premier épisode, et sans rentrer dans les détails, on a un Bruce qui comment dire, enquête sur le moissonneur qui fait des victimes et qui récupère des organes et met aussi des organes sur sa prochaine sur sa victime d'avant ou sa prochaine victime, du coup je sais plus, sur sa prochaine victime. Non, c'est à cause des... En tout cas, il prend des organes, c'est sûr. Non, mais je me suis emmêlé les pinceaux. En tout cas, il prend des organes, c'est sûr. Puisque c'est pour ça qu'on l'appelle le moissonneur, en fait. Et donc, effectivement, pendant le premier et le deuxième épisode, on suit Bruce mener l'enquête sur ce moissonneur. L'épisode se termine par, effectivement, la mort supposée de Bruce Wayne. Et encore une fois, là, on reste flou pour ceux qui n'auraient pas encore vu les deux premiers épisodes. Bon, il y a un moment donné où je pense que la prochaine émission, on va dégager tout ça, puis on va spoiler direct. C'est-à-dire que même dès maintenant, quoi, on a déjà spoilé. Donc, Ah non, attends. Toujours sans spoiler. Qu'as-tu pensé de ces deux épisodes? L'épisode 3 et 4 Tout à fait. Qu'on vient de finir d'écouter. Écoute, j'ai été légèrement décontenancé par le fait que, en fait, on change totalement de point de vue, de prisme. Forcément, vu que Bruce Wayne est mort, il est mort.
J'ajouterais que ça n'a strictement rien à voir avec les 2 premiers épisodes, même. Et c'est ça que c'est pour ça que j'étais décontenancé, parce qu'en fait là on suit 2 flics, Montoya et Barbara Gordon, qui mènent l'enquête en fait sur la supposée mort de Bruce Wayne en fait. Et, il se pose des questions, Babsou se pose des questions sur la mort. Est-ce que la mort est effective? Est-ce qu'il est vraiment mort, Bruce Wayne en fait? Ils n'arrivent pas à y croire déjà, et puis finalement. La mort effective de Bruce Wayne, et ils vont s'apercevoir effectivement qu'il y a peut-être un lien justement avec ce fameux moissonneur. En tout cas, avec un moissonneur. Exactement. Et moi, je l'ai toujours. J'ai retrouvé les sensations de la dernière fois quand on avait écouté les épisodes 1 et 2. Si ce n'est que là, je les ai découverts, les épisodes 3 et 4, que je ne les avais pas déjà écoutés. Ce qui n'était pas le cas des épisodes 1 et 2 que j'avais écoutés déjà avant de les réécouter avec toi. Donc, ce qui fait que tu les avais déjà réfléchi quelque chose. Ah non, tu les découvres là. Ah, pardon. Là, ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Tout à fait, je vous en prie. Donc, les épisodes 3 et 4, je les découvrais, donc j'étais un petit peu décontenancé parce que, alors, du fait qu'on change totalement de braquet, quoi, ça n'a rien à voir avec les 2 premiers épisodes, comme tu disais. Et j'étais décontenancé, je vais te dire tout de suite les points négatifs, puis après, j'étais décontenancé aussi par les voix féminines. Alors, non pas parce que c'est des voix féminines, mais il y en a une des deux qui m'a pas du tout. J'ai pas accroché, quoi. J'ai pas accroché du tout. Ça m'a un petit peu. Au départ, j'étais pas dedans. J'ai été dedans forcément parce que c'est mené tambour battant, quoi. C'est hyper rythmé. Et puis t'as plein de personnages qui s'entremêlent, enfin qui se croisent, qui arrivent, qui s'en vont. Il ne reste que. Ah putain. Voilà, je lag. Il ne reste que j'ai beaucoup aimé encore ces épisodes, même si encore j'ai été décontenancé, comme je te disais, par le fait qu'on change totalement de point de vue, et par les voix féminines, qui parfois j'arrivais pas à les dissocier, j'arrivais pas à faire la différence entre les deux. Mais l'entremêlement de tous ces personnages qui débarroulent les uns après les autres et qui s'en vont aussi vite qu'ils sont revenus, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on ait un peu ce côté un peu vaudevillesque de l'arrivée et de la sortie des personnages sur scène, quoi. Et en particulier leurs collègues aussi, aux 2 flics, et puis d'autres personnages dont on va parler plus tard, qui sont tout aussi importants, qui vont être tout aussi importants dans la suite, j'imagine, que ceux qu'on a rencontrés jusque-là. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que petit à petit, avec surtout après les épisodes 1 et 2 qui installent l'intrigue qui installe l'intrigue, on a l'univers batmanesque qui prend petit à petit le dessus, quoi. Qui déjà prenait le dessus dans l'épisode 2, où il y avait comme une espèce de rideau qui s'ouvrait lentement, et là le rideau continue à s'ouvrir sur ce qu'on connaît de l'univers de Batman, dans la continuité avec certains personnages qui vont arriver. Et ça, c'est vraiment bien fait, je trouve, au niveau scénaristique, au niveau mise en scène aussi, c'est vraiment très bien fait. Je trouve. Voilà. Ouais, mon avis, sans presque spoil. Moi, en l'occurrence, j'ai dans l'ensemble moins bien aimé ces 2 épisodes-là. Parce que les autres, il y avait vraiment un côté crade, bas-fond, et puis vraiment dans la psyché aussi, avec le psychologue, tout ça. Enfin, il y a vraiment plein de trucs qui étaient vraiment très cool. Et vraiment, on avait mis le paquet là-dessus. Du reste, ça reste quand même pour moi 2 excellents épisodes pour des raisons complètement différentes. Et c'est ça que je trouve super cool. Et j'aime beaucoup le fait aussi qu'on se joue de nous, puisque là, on te livre plein d'infos, voilà. Ouais, c'est un peu décontenancant, je trouve, d'ailleurs. On part sur complètement autre chose, et je veux dire, on est un peu perdu, quoi. Et je pense que l'auteur veut justement qu'on se perde et qu'on soit dans cette situation-là. Alors, on a évoqué en fin de vidéo la dernière fois des théories, tout ça, des théories qui sont vraiment malmenées.
Et puis l'instant d'après, tu te dis ah, attends, c'est peut-être pas si con que ça au final. Exactement. Enfin, et du coup, ça c'est vraiment très très cool quoi. Moi, les personnages, effectivement, comme tu l'as dit, et le vilain qu'on va croiser à l'intérieur de ces épisodes, pour le coup, bah, il est très bon. Vraiment, il est très très bon. Et puis, alors, Barbara Gordon et Montoya, moi, j'ai eu absolument aucun problème à les différencier, pour la bonne et simple raison que je trouve qu'ils ont des voix hyper différenciables, de une, et Ah, de mais j'ai deux, eu du mal par moment. je trouve qu'ils avaient pas du tout le même phrasé, pas du tout le même... Enfin, ils parlaient pas pareil, quoi. Et par contre, moi, ce qui m'a beaucoup décontenancé au départ, pour le coup, je sais pas si c'est de ce personnage-là dont tu parlais tout à l'heure, mais moi, Barbara Gordon m'a posé souci au départ parce que c'est la fille, ou la femme hein, plutôt, qui s'appelle Julia Piaton, qui joue dans Family Business, et moi je l'ai découvert là-dedans, donc une série sur Netflix avec notamment Jonathan Cohen et Gérard Darmon, où elle joue la sœur de Jonathan Cohen. Et je l'adore dans cette série. Et c'est quand même une série qui a plus un côté humoristique, même si elle a elle peut être quand même dans un registre un peu plus tragique dans la série, par moment, en tout cas beaucoup plus sérieuse. Mais du reste, c'est vraiment une comédie. Et du coup, la retrouver là-dedans, dans un truc hyper sérieux, finalement, ça m'a un peu décontenancé. Et je trouve que, et alors je dis ça sans aucunement... Enfin, c'est très bizarre parce que j'allais dire, c'est pas un jugement. Mais quelque part, c'en est un quand même, puisque je dis ce que je pense, quoi. Et je trouve que dans la première partie, en tout cas au commissariat, où elle est justement avec Montoya, je trouve qu'elle j'allais dire qu'elle joue moins bien. C'est même peut-être pas de sa faute. C'est-à-dire que son personnage, je trouve, est bien moins et beaucoup moins bien installé que quand elle arrive, et on va en parler, dans une prison pour ne rien dévoiler de plus. Je trouve vraiment que son personnage s'installe à ce moment-là, et on comprend son intelligence, et on comprend, et on en reparlera, j'imagine, le fait qu'elle puisse manipuler certains. Et d'ailleurs, je dis des conneries parce que même pas arriver à la prison, mais arriver sur les lieux du crash, je trouve qu'on comprend tout à fait que elle sait manipuler les gens, et c'est une préparation paiement pour ce qui va arriver avec le vilain qu'elle va rencontrer. Et donc, moi, tout ça, j'ai vraiment surkiffé, j'ai adoré. Et donc, moi, l'épisode, enfin, les 2 épisodes, je les ai trouvés vraiment très bons, mais encore une fois, dans un registre complètement différent. Un truc où je m'attendais pas. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer avec Bruce, quoi, par rapport aux 2 premiers épisodes, encore une fois, sans spoiler. Et là, j'ai pas eu de réponse à ça. Mais quelque part, c'est l'enquête qui poursuit, et ça, c'est très cool. Et en tout cas, bah, moi, je suis encore motivé à écouter, pardon, À lapsus, écouter, ouais. à écouter les prochains, quoi. Mais ce que tu disais tout à l'heure par rapport au scénario qui t'induisait en erreur, où tu faisais fausse route, on est typiquement dans, dans une référence aux meilleurs récits de Batman, quoi. Parce que les meilleurs récits de Batman, je pense à La Cour des Hiboux par exemple, pour ne citer que celui-ci, où il n'y a pas de perches qui sont tendues, où justement t'as plusieurs trucs qui s'entrecroisent, plusieurs événements qui peuvent t'induire en erreur. Et là, on est carrément dans ce que les scénaristes de comics sur Batman ont pu faire de mieux. Et c'est ça qui est bon, quoi. J'aime bien, moi, être mené en bateau comme ça. Et puis là, ça se... Je veux dire, ça l'assume complètement, quoi, de nous mener en bateau. Totalement. Tu sais, c'est pas une enquête où... bon, bah voilà, l'enquête est alambiquée, et du coup, tout va se reconstruire à un moment donné. Là, on n'est pas là-dessus. Encore une fois, et ce sera la dernière fois qu'on dira ça, mais sans spoiler, on n'est pas du tout sur le même registre, pas du tout sur les mêmes sûr. plans, même. Du coup, c'est vrai que c'est très bizarre. On va passer à la suite, et on va pouvoir spoiler comme des gros porcs. Donc, si vous n'avez pas vu les 2 premiers, mais surtout si vous n'avez pas vu le 3 et le 4, bah barrez-vous, puis revenez ici écouter le débrief, le rapport après. Et oui, allez, écoutez, effectivement, j'ai du mal avec ça. Et je m'imagine tellement le truc que j'ai vraiment l'impression de regarder quelque chose.
Donc revenez nous voir si le cœur vous en dit, écoutez. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire. On va spoiler, donc là, terminé. C'est mort, on spoil. On commence cet épisode 3 avec donc ce qu'on a eu finalement à la fin de l'épisode 2, c'est-à-dire Vicky Vale qui annonce le décès de Bruce Wayne, qui donc est décédé dans cet avion de tourisme. Une Vicky Vale qui est troublée, qui est touchée. Et même ça, même ces petits détails-là, je trouve que c'est vraiment top. Parce que vraiment, on sent que ça la touche, on sent que... parce que toi, en tant que spectateur, tu sais pas s'il est encore avec, s'il a été avec, si ou pas, ou si elle est juste touchée que Bruce Wayne meurt, parce que ça reste voilà, un fleuron de Gotham, là, finalement. bien sûr, et puis là, avec Vicky Vale, on rentre, enfin, comme je disais tout à l'heure, la métaphore du rideau, où on retrouve encore plus, un peu plus le rideau de la continuité de Batman avec ce personnage de Vicky Vale, qui tantôt est l'amante de Bruce Wayne, tantôt pas du tout, tantôt n'existe même pas dans les récits, parce qu'elle est squeezée, parce que voilà. Et, et j'aime bien justement ce petit voile qui se lève sur voilà, Batman, l'univers de Batman, et je te laisse continuer parce qu'on va en parler après, ça va être, je trouvais ça mortel, mais ce qui va se passer plus tard, justement, par rapport à ça. On retrouve Barbara et donc Montoya, Julia Piaton et Chirine Boutella. J'espère que j'écorche pas les noms. Alors moi, Montoya, je la trouve parfaite au niveau de la voix. Je trouve que c'est top. Je trouve qu'elle a un caractère. Elle fonce. J'espère qu'on la verra faire un peu plus de choses après. Et je trouve justement que la relation qu'elle a avec Barbara, ça marche quoi. Je trouve que ça match complet quoi. Et encore une fois, hein, moi, Barbara, c'est vraiment peut-être par rapport à ma relation avec Family Business où vraiment je me suis bidonné à voir ça. Parce que c'est quand même des mecs qui transforment une boucherie en bûcherie et donc qui vendent de la bœuf. Enfin, Jonathan Cohen, si vous ne connaissez pas cette série, allez la voir. Elle est complètement folle, hein, cette série, mais elle est vraiment cool. On apprend que Gordon n'est plus, qu'il a été mis au placard. Et quelque part, c'est Bruce qui l'y a poussé, en tout cas d'après Montoya, puisque lui était vraiment à emmerder le monde de la police corrompue, j'ai envie de dire, et à mettre en place notamment des choses où la police, j'allais dire la police doit toujours rendre des comptes, et ça forcément, ça en a emmerdé plus d'un. Oui, et puis tu dis que tu parles de Bruce Wayne, mais il fait pas mention de Bruce Wayne justement, le fait qu'il a été mis au placard pas à cause de Bruce Wayne. Il mentionne le fait qu'il a été mis au placard à cause de Batman. Justement. Alors non, justement, moi c'est ça que j'ai apprécié, c'est que dans la même conversation, on parle des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle de sa relation avec Batman qui du coup en dérangeait plus d'un, mais par rapport aussi à Bruce Wayne qui investissait et qui donnait des fonds pour qu'il y ait des trucs de fait au niveau de la police. Bien sûr. Et je trouvais ça très très cool. Et alors ça, je trouve ça hyper intéressant aussi parce que tout le début, tu ne sais pas où on en est dans la chronologie que toi, en tant que fan de comics et en tant que fan de Batman, tu connais. Donc, tu ne sais pas ce qu'elle sait, en fait. Non seulement tu ne sais pas ce qu'elle sait, mais tu sais, au niveau chronologique, tu sais pas où t'en es, mais je sais pas si ça t'a fait toi aussi, mais tout à l'heure, on disait qu'on était sur quelque chose qui avait rien à voir avec le premier épisode, mais vraiment, clairement, c'est-à-dire que dans l'épisode 2, on a Bruce Wayne qui meurt, et là, on a l'impression d'être... Enfin, c'est-à-dire que déjà, à la fin de l'épisode 2, on avait basculé dans une autre dimension. Dans une autre dimension, c'est ça, en fait. Exactement ça. C'est ça. Et là, on est dans cette autre dimension, mais tu te dis, mais attends, c'est pas le podcast qu'on écoute, en fait, au départ. Mais même là-dedans, il y a des choses que tu reconnais, d'autres que tu reconnais pas. Bien sûr. Et ça, du coup, tu sais pas trop sur quel pied danser, parce que jusqu'ici, elle ne fait allusion qu'à Bruce Wayne. Alors, elle ne croit pas du tout à sa mort. Elle se rend compte elle se rend compte très vite, que le manifeste, que les données, les métadonnées par rapport au vol de Batman sur la sécurité aérienne ont été modifiées, ils ont été remplis et beaucoup trop vite à son goût. Il y a quelque chose qui est comme ça qui paraît trop facile et trop bien fait en fait. Donc oui, surtout qu'elle découvre que le cadavre de Bruce Wayne ne possède pas, ne
ne porte pas sur lui le stigmate des blessures que Bruce Wayne a pu avoir par le passé. Ah, mais ça, c'est dans un second temps. Là, d'abord, c'est la sécurité aérienne dans le bureau. Mais effectivement, on y viendra après, mais quand elle rencontre le gars sur le lieu du crash, effectivement, déjà, ça lui saute à l'oreille, ça lui saute aux yeux. Et elle a la puce à l'oreille et ça lui saute aux yeux. Flas fait son entrée, qui est joué par nul autre que Guy Lecluse. Sais-tu qui c'est? Guy Lecluse? Guy Lecluse. Je sais pas. Alors, c'est le mec qui jouait le papa dans Soda, si ça te parle. C'est le mec qui jouait dans Bienvenue chez les Ch'tis, qui joue un des postiers. Et il arrive à faire un Flas crade. C'est vrai. Que ce soit par le parler, par le ton de sa voix, par sa respiration. Quoi. Et je trouve que il incarne Flas à la perfection. C'est un truc de malade. On a un débrief par le lieutenant dans la salle. En fait, Flas venait les asticoter, j'ai envie de dire déjà, leur faire des réflexions hyper misogynes et puis le sous-entendre en plus que Montoya est homosexuel. Alors, chose qui n'est pas avérée, enfin, on ne sait pas. Après, on ne peut que nous penser au fait qu'on a connu une Montoya homosexuelle dans Gotham Central, et sans vouloir pousser au cul, on avait eu une super discussion là-dessus. Et pour ceux qui veulent aller le voir, on avait fait un rencontre du deuxième type sur Gotham Central, sur le premier tome, et donc on avait parlé de Montoya. Il fait le débrief de 3 victimes qui ont été soulagées par le moissonneur. On a. Il en décompte 6. D'ailleurs, le flic, il a décompte 6 victimes. Ah, c'est 6 victimes. Ah, pardon. On arrive à 6 victimes. Il va détailler les 3 dernières, du coup. Les 3 dernières, voilà, c'est ça. Alors, je crois qu'il y a les poumons, la vessie, le foie et le pancréas aussi. Et le cœur aussi. Et enfin, toi, il fait l'inventaire des organes. 6 en fait. Comment il fait les inventaires il parle des 6 en fait. Il fait les inventaires. Il fait l'inventaire, pardon. Tout à fait, vas-y, je te laisse. Non, mais il n'y a pas de souci. Il fait l'inventaire donc des organes qui ont été prélevés sur les victimes. Il lit aussi les mots qui ont été laissés, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le tueur dit en gros et en substance qu'il est désolé, mais qu'il avait besoin de ça pour être réparé. Alors, oui, et puis je sais pas si tu te rappelles, mais les messages laissés, certains ont une teneur, un petit goût biblique. Il y a certains organes, certains messages comme ça, qui sont en lien avec l'organe en question, et puis qui sont en lien avec la fonction de l'organe dans le corps humain. Tout à fait. Et c'est flippant quand même, parce que... De toute façon, on va pas se mentir, que ce soit ces épisodes ou celui d'avant, ça pue le Silence des Agneaux, ça pue le Seven. C'est ce que j'ai noté. Parallèle, Silence des Agneaux. Puis après, c'est encore pire. Puis encore après, c'est encore pire, c'est clair. Pour le coup, ça fait aussi référence à ce qui a été découvert par Bruce et son père, si je ne m'abuse, dans le premier épisode, à savoir qu'effectivement, il cherche à être réparé, à être complété, et qu'il il attend d'être complet pour faire surface, le tueur. Le lieutenant souligne qu'il n'y a pas d'empreinte, pas de piste, pas d'indice, et ça m'a fait rire parce qu'il y en a un qui réagit. La première réaction qu'a un flic, et ça j'adore, on n'a pas quelqu'un qui s'est évadé de Gotham par hasard. C'est-à-dire que quand il cherche d'Arkham, j'ai dit quoi? De Gotham. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est évadé d'Arkham par hasard. Parce qu'effectivement, quand il y en a un qui se fait buter ou quand il y a un truc qui craint, le premier réflexe, c'est de se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est évadé, quoi. C'est carrément ça, parce que je crois que c'est lui ou un autre qui dit ça sent le super vilain en plein nez. Mais carrément. Et qui est là après, c'est là où je te laisse continuer. Et petite aussi, j'aime beaucoup. Alors ça dure pas très longtemps, mais j'aime beaucoup le laïus aussi du lieutenant sur le fait que, en gros, il y en a un qui dit oui, bon, ça fait un moment qu'on n'a pas vu Batman. Il est où Batman? Il est où Batman? Il peut pas nous aider. Et non, mais c'est bon, on va peut-être se débrouiller tout seul. Et ça, c'est vraiment un écho pour moi à Gotham Central, forcément.
où Et puis, effectivement, ils veulent aussi faire justice eux-mêmes, ils veulent aussi montrer qu'ils sont aussi compétents, entre grosses guillemets, oui, que puis Batman. ça fait écho, pardon, non seulement à Gotham Central, parce qu'en Gotham Central, on est en plein dedans, mais dans, euh, dans Batman, clairement aussi, parce que Batman, quand Gordon n'est pas là, la police veut l'emprisonner parce que il est Tout à hors la fait, loi, quoi. Et puis tout à fait. ils en ont un peu assez que les justiciers et les encapés fassent le boulot à leur place. Et je ferai un autre commentaire, c'est que je sais pas si tu te rappelles, on a eu un commentaire, et je me suis dit, mais pourquoi on n'en a pas parlé dans le podcast, un commentaire sur le podcast des épisodes 1 et 2 de Hanato Okusamu, qui nous disait que le moissonneur, il faisait penser un peu au Joker. Ah, complètement. Et en fait, moi, j'y avais pensé pendant l'écoute des premiers épisodes, mais on n'en a pas parlé, effectivement. Ça nous est complètement passé à côté. Mais Arkham, le Joker, ouais, on imagine que le moissonneur, on peut imaginer que c'est un méchant qu'on connaît, en fait, parce que... Moi, ça, j'y crois pas du tout, hein. Ah non, j'ai pas dit que c'était le Joker, mais ça fait penser au Joker dans sa façon de parler. Tu avais Ah même oui, répondu, je crois, d'accord. que ça faisait penser à Heath Ledger, tout Alice ça. Ledger. Et Ouais, non, on est complètement. carrément là-dedans, quoi. Typiquement, on a ces influences, ces Bah, références puis qui dans sont le hyper truc où tu intéressantes. sais, t'arrives pas à déceler le vrai du faux, t'arrives pas à déceler si c'est de la folie ou si le gars, enfin, ça reste de la folie, Totalement. mais si le gars a une intelligence ou s'il est que fou, Que fou, ouais, bien enfin, sûr. c'est un Je peu suis totalement compliqué. d'accord. Et le lieutenant finit sur cette phrase, bref, attrapez ce gros tas de merde. Donc voilà, c'est la ligne directrice. Et en gros, le truc, c'est que vous abandonnez tout ce sur quoi vous bossez. Il n'y a plus que ça qui compte. Et tout le reste, ça va être important pour la suite. Vous ne travaillez que sur la capture du moissonneur. Barbara et René partent. On les retrouve en voiture. Sur le trajet, on entend Barbara qui pianote. On sous-entend hein, que René est au volant. Elle fait pas les deux en même temps, ou alors elle est surhumaine. Elle sait pas pourquoi, mais elle sait qu'il y a un lien entre le moissonneur et entre Bruce. Alors forcément, après, on comprend, mais sur le coup, pourquoi le moissonneur aurait un rapport avec Bruce, surtout qu'elle connaît pas des détails qu'on saura ensuite. Mais bon, elle, forcément, elle a en tête Batman. Elle falsifie une note interne au sujet de la coopération entre ses services et le centre, enfin les enquêteurs qui s'occupent du crash. Et quand elle arrive sur les lieux du crash, du coup, elle peut justement discuter et demander et montrer l'autorisation, comme quoi elle peut recevoir les infos. Et alors déjà, ça, c'est très intelligent hein, de penser à falsifier machin. Hein. Mais donc, on va s'en suivre une discussion avec un monsieur qui s'appelle Clyde et qui est sur les lieux du crime et qui est un enquêteur. Juste avant, elle reçoit un coup de téléphone d'un numéro inconnu. Elle demande à René de rester. Monsieur numéro inconnu, d'ailleurs, c'est Tout à ce qu'elle fait. dit. Je veux dire, un homme mystère, tu veux dire. Et elle demande à René de rester dans la voiture et donc elle rejoint ce fameux Clyde et s'entame un jeu de flatterie, de flagornerie même, de séduction, où elle est d'accord avec lui. Et elle se faufile comme ça, et elle arrive à ses fins en vraiment je trouve que la scène est hyper chouette parce qu'on se rend compte de ses talents de manipulatrice et toute l'ingéniosité qu'elle met, et surtout le fait qu'elle puisse rebondir à ce qu'elle dit pour lui faire croire que c'est lui qui en a Qui l'idée, l'a en dit. fait. Bien sûr. Et je trouve que cette scène est une leçon mais vraiment, de manipulation assez déconcertante, et ne rien que de la pensée de l'écrire, ça peut révéler des choses de par son auteur. Non, mais c'est vrai, franchement, j'étais saisi et je trouve que ça dit beaucoup sur le personnage. Je trouve Ouais, je suis qu'en plus, d'accord. elle joue hyper juste et ça dénote vraiment avec les premières scènes avec elle. Alors, effectivement, comme je le disais, on croit à leur relation, au fait qu'elle se fasse confiance à l'intérieur du commissariat, qu'elle se serre les coudes, machin. Mais je trouvais, comme toi, en tout cas, qu'il y a un truc qui clochait.
Encore une fois, peut-être cette Ouais. résonance de family business qui me chuchotait à l'oreille. Et alors, ça a été balayé avec cette scène. À partir de là, effectivement, on change de point de vue sur ce personnage. Et oui, effectivement, ça laisse penser, ça laisse entrevoir de belles choses pour la suite par rapport à ce personnage. Et puis, typiquement, c'est le flic qui veut arriver à ses fins et qui utilise tous les moyens, les mêmes les plus pernicieux pour pouvoir. Ouais, mais alors tu vois par exemple par rapport je crois que c'était dans l'épisode 2 où on voit Bruce aller demander un truc à un pigiste pour avoir des informations, où il était beaucoup plus direct et il était dans la négociation, mais il n'y avait pas du tout de manipulation là. Je trouve que là, pour le coup, elle sait se servir de ses charmes, elle a tout à fait conscience aussi d'être une femme et de pouvoir se servir de certains atouts au niveau de la séduction, j'entends. Et elle comprend tout à fait sur quelle fréquence elle doit se mettre pour être sur la même longueur d'onde que lui. C'est vraiment ça. Tout à fait. Et du coup, bref, j'ai trouvé ça très chouette. Clyde lui révèle qu'il n'y a rien d'original, hein, qu'il y a eu une simple erreur de pilotage, que le gars s'est craché et qu'on a retrouvé un corps carbonisé. Il n'y avait plus rien. Et donc, effectivement, là, tout de suite, elle émet le fait qu'il ait des plaques ou qu'il ait des broches. Ah oui, parce qu'elle révèle aussi que Bruce Wayne, il a subi des opérations, il a été victime de coups, etc., qui lui ont laissé des traces, quoi. Et c'est surtout aussi que nous, en tant qu'auditeurs, on ne peut pas croire que Bruce Wayne ne sache pas piloter un avion. C'est pas possible. Tout à fait. Déjà, le doute était permis à la fin de l'épisode 2 quand il s'est craché, même si c'était un putain de cliffhanger, j'ai trouvé moi sur l'épisode 2. Mais là, avec le déroulement des choses, avec l'enquête qui est menée sur l'accident, on se dit non, Bruce Wayne ne peut pas. C'est pas possible. Il sait piloter. Comme c'est si quand tu même disais, Batman, quoi, les gars. Il avait peur des chauves-souris. Ça n'est pas possible. En tout cas, elle redouble encore de manipulation pour obtenir la boîte noire, qu'elle obtient sans aucun problème. Elle la ramène dans la voiture. Avant, on lui dit qu'elle est cryptée, mais on sent que ça va pas beaucoup poser de problème, le cryptage. Elle revient dans la voiture, elle fait une blague sur le fait que non, mais t'inquiète pas, c'est même pas une boîte noire, tu la vois même pas, tu fais comme si elle n'était pas là. C'est une boîte de vinyle, c'est une boîte de vinyle. Elle arrive dans son bureau, elle analyse la boîte noire, donc elle se sert d'un ordi, hein, bien sûr, pour la hacker. Donc déjà, on peut remarquer, et c'est ça, moi, qui me faisait dire aussi qu'elle était déjà avec Batman avant, du coup, puisqu'elle sait vraiment utiliser un ordinateur à des fins, voilà. Donc elle arrive à hacker, et elle réussit à choper les informations, et elle voit bien que tout est bidon, quoi, que la boîte noire, ça correspond pas, et que ça va pas, quoi. Flash rentre et il manque de respect à Gordon, ce qui l'a fait sortir de ses gonds et aller à lui péter la gueule. Enfin, je veux dire, là, on est sur une bonne dose de fight. Quelque chose, oui. De pourri au royaume de Danemark. Pour ne pas citer Last Action Hero, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Il lui dit qu'elle pose trop de questions, comme son père d'ailleurs. Et il souligne qu'elle travaille sur ses propres trucs et que c'est pas normal. On a demandé à tout le monde de travailler sur le moissonneur, donc elle fait comme tout le monde, elle le fait. Il la menace, elle le menace. Ils finissent par en venir aux mains et ils sont tous deux séparés par Montoya, qui précise qu'elle est déjà mal vue ici. Donc, tiens-toi à carreau, quoi. Elle dit qu'elle va sur le toit. En allant sur le toit, elle a de nouveau un numéro inconnu. Elle décroche et elle le reconnaît direct. Mais qui est donc ce personnage ? Comment il s'appelle ? Le Sphinx ? Mais oui, c'est ça, c'est comment il s'appelle. Tu le jouais Edouard, en fait. Pardon. Oui, non, mais... Excuse-moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il dit ? Il se souvient plus ? Qu'est-ce que c'est ce délire ? C'est le personnage de tout le truc. Donc effectivement, c'est Edouard Nigma. Joué par Laurent Stoker, qui a joué dans plein de trucs, qui a une voix hyper petit frère de Bram, je sais pas. Et qui non mais qui correspond. Mais regarde, tu le connais, c'est sûr, tu l'as déjà vu. Et du coup, donc Laurent Stoker, je me demande même, alors peut-être
que je dis une grosse connerie. Peut-être que je dis une connerie en disant qu'il est de la comédie française. Honnêtement, Ah, je bah oui. regarde. Il est de la Ah, bah comédie oui, française, du il coup? est sociétaire de la comédie française. Il est né à D'accord. Saint-Dizier en 1973. Bah, dis donc. Et il a une voix hyper particulière et qui Tout à correspond fait. tout à fait au Sphinx. Donc, il est sûr comme elle qu'il est vivant. Et donc, en gros, il C'est lui même dit pas qu'il qu'il veut est la sûr, voir. c'est c'est même pas il dit je suis sûr, c'est qu'il dit il est vivant. Il est vivant, Il l'affirme effectivement. même, tu vois, c'est Ouais, pas. ouais, ouais. C'est-à-dire que le gars, on sent que il sait quelque chose il va vouloir révéler petit à petit Tout à fait. à Baps et c'est très bon parce qu'on est typiquement dans le personnage du Sphinx qu'on connaît quoi. Et non seulement Ah, puis, c'est alors comment dire, je c'est pas les... déroutant, mais c'est en même temps très très bon de voir ce personnage dans cette situation-là et puis qui va aider les enquêteurs en fait. C'est ça qui va se passer. C'est ça, il va être consultant. Alors pas tout de suite, hein, Consultant. mais en gros, tu sens bien que ça va être l'idée, quoi. Mais alors, ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est que, alors, le mec va parler en énigme constamment, mais je trouve qu'il reste sur la ligne. C'est-à-dire que plus ce serait chiant, moins ce serait chiant aussi parce que ce serait pas Ouais. Enigma. Et du coup, je trouve C'est pas qu'ils ont vraiment trouvé un bon équilibre pour ça. Alors, les énigmes, je les ai pas citées, mais à chaque fois en plus, elles sont savoureuses, puisqu'à chaque fois, on te révèle l'énigme, on te dit l'énigme, on te révèle la réponse, et c'est pas mal, c'est pas mal. Montoya la rejoint sur le toit. Elle se rend compte qu'elle a allumé le bas de signal, qui n'avait pas été allumé depuis son père. Enfin, depuis son père, depuis que son père est parti de la police. Elle raconte une anecdote de sa première rencontre avec Batman. Ça aussi, j'ai trouvé ça très très cool. Ça, c'est pareil. Je trouve que c'est savamment dosé. Si on avait plus, ce serait chiant. On se ferait chier. Et je trouve que c'est vraiment bien dosé parce que les deux anecdotes, celle-là et celle d'après, sont pour le coup le bienvenu en fait. Donc elle raconte son anecdote du fait qu'elle a rencontré Batman un soir et que ensuite elle a fait son père lui a demandé d'aller se coucher, je crois, et elle a fait style d'y aller, mais en fait elle a écouté leur conversation et elle a entendu des trucs bien entendus qu'elle aurait pas dû. Elle compare Batman à un monstre et Montoya lui reprécise qu'elle devrait pas être autant fascinée par ce gars-là qui a quand même contribué au fait que Gordon soit tombé. Oui, puis c'est surtout qu'elle la met en garde sur le fait qu'elle allume le bas de signal et que ça risque de de foutre la merde, quoi. Surtout, c'est ça. Effectivement, qu'elle pourrait même se faire virer, ne serait-ce que pour ça, quoi. Tout à fait. Elle émet sa théorie plus en détail des plaques et des broches à Montoya. Et elle dit que c'est une énigme qu'elle ne peut résoudre seule. Donc effectivement, on comprend très vite qu'elle va aller dans un certain lieu, puisqu'on va lui demander son identité pour la confirmer, et on va lui demander son arme. Et on lui dit, vous le récupérerez après votre visite, bienvenue à Arkham. Et donc elle se rend à Arkham. On a toute une série de mises en garde de la part justement du gars qui l'accueille. Et alors ça, pour le coup, ça fait très très Silence des Agneaux. Surtout, ça fait très ne Silence le des regardez Agneaux, et puis... Je t'en prie. Oui. Non, mais ça fait très Silence des Agneaux, effectivement, comme tu le dis. Puis surtout après, quand elle va déambuler dans une espèce de galerie de super vilains qui vont lui parler tour à tour. Et là, c'est pareil, ça fait penser au Seigneur des Anneaux, jusqu'à arriver Silence des Agneaux. Au Seigneur des Anneaux, non. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça fait penser au Seigneur des Anneaux. C'est comme Tony Parker, c'est ça en fait, quand je parlais de Peter Parker. C'est excellent. Non mais alors, je trouve donc qu'en plus... le silence des anneaux. Je trouve qu'en plus ces références-là sont vraiment le bienvenu parce que du coup tu te l'imagines encore plus en fait. C'est-à-dire que moi, je l'imaginais vraiment dans les lieux d'avec Anthony Hopkins, avec Hannibal Lecter. Je m'imaginais les mêmes cellules que le Silence des Agneaux, quoi, vraiment. Avec ce couloir, ça, avec les vous restez vitres, du côté droit et les vitres à gauche. J'ai trouvé ça très, très, très cool. Et puis,
Et puis toi, tu visualises, enfin c'est comment elle s'appelle, tu vois aussi Babs en Jodie Foster, Ah, mais complètement. clairement. Complètement. Enfin, tu vois, c'est même. Alors, c'est pas le cas, mais moi j'ai espéré que, à un moment donné, même si c'était un peu farfelu comme idée, bah, qu'Hannibal Lecter apparaisse à un moment donné, quoi, tu Ah, vois. ça aurait été cool, Parmi hein. les, Je pense pas. excuse-moi, Je pense parmi pas qu'ils aient le les droit, super mais. vilains qui parlent, euh, ouais, Eh non, ça oui, aurait ça été aurait été mortel. super cool. Ouais. Le gardien précise que ils peuvent, par leur regard, leur dire que, enfin, leur regard signifie qu'ils les tolèrent et rien de plus, et qu'ils font partie de ces gens qui ne préviennent pas avant d'attaquer. Ils attaquent, point. Donc il faut vraiment s'en méfier comme de Tout à la fait. peste. Il faut s'éloigner aussi des cellules, Des pas cellules, bien sûr. dépasser la ligne. On croise, Pas, on parce que c'est. croise au gré de nos flâneries devant la cellule du chapelier de Tetch, mais de Calendarman, l'almanach, et le roi Tut. Le Watot, roi, ouais. le roi Tot, ouais. Mais ça m'a toujours fait rire, c'est parce que je crois que ça s'écrit T-U-T. Et en fait, ça, moi, je l'ai beaucoup vu dans la série de 66 avec ma fille. Et ce personnage était haut en couleur dans cette série-là. Et du coup, je ne l'ai pas revu. Alors, dans la série animée, il y est, c'est sûr. Mais je ne l'ai pas revu, tu vois, dans un comics ou quoi. Et j'avoue que ça me ferait rire de revoir le roi Tut dans un truc. Nous arrivons à la cellule d'Edouard Nigma. Elle lui demande d'ailleurs de venir dans la lumière. Il faut qu'elle l'appelle le Sphinx pour qu'il vienne. Ou inversement proportionnel ou égal, d'ailleurs, je ne sais plus. En tout cas, il lui donne une série d'énigmes qui vraiment s'apparente à un test. Le test du Sphinx, pour voir si elle en est digne, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très très cool qu'il l'assassine comment dirais-je, d'énigmes tout de suite. Et il arrive un truc de fou furieux, un cliffhanger de fin d'épisode. Est-ce que tu te souviens de ce cliff? Pas du tout. Pas du Eh tout. ben, Non, non. il lui révèle que il connaît l'identité de Batman. Du coup, tout de suite, tu comprends qu'effectivement, lui, il la connaît. Tu ne sais pas si elle le connaît encore, mais en tout cas, tu t'en doutes quand même. Bien Et sûr. lui, en tout cas, il a complètement trouvé. Et il sait. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours fasciné. Parce que s'il y a un personnage qui doit savoir et qui doit avoir deviné qui était Bruce Wayne et Batman, alors déjà, je trouve qu'il ne faut pas avoir Bac+5 pour avoir compris que. Mais en l'occurrence, c'est l'homme mystère, c'est le Sphinx. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. S'ensuit l'épisode 4 où on retrouve dans la même situation, et c'est ça que moi j'aime bien, c'est qu'effectivement on retrouve la plupart du temps le cliffhanger, quoi. Du coup, t'as pas un truc qui passe du coq à l'âne, machin. Donc c'est plutôt cool. Et je trouve que du coup, la discussion qui s'ensuit avec Nigma et Barbara, Et en Barbara. fait, la discussion qu'on avait eue avec Clyde, c'était finalement une préparation paiement pour ce qu'on a maintenant. C'est-à-dire que tu comprends bien et tu le sens bien qu'elle essaie de manipuler. Et qu'elle essaie de rebondir sur ce qu'il dit comme elle a fait avec Clyde. Mais que ça va pas du tout être la même chanson avec lui. Et que lui, il se laissera pas manipuler comme ça et qu'il voit tout à fait qu'elle le manipule. Et ça, j'ai trouvé que c'était une joute verbale, encore une fois, une leçon de manipulation Tout et à de fait. contre-manipulation. Tu vois. Et on apprend aussi quelque chose de très important. Elle a une relation particulière avec le Sphinx, puisque on apprend qu'il a poignardé Gordon et qu'il n'a pas failli s'en remettre, le bougre. Et que effectivement, lui aussi veut retrouver Bruce, comme elle. Parce que, alors, retrouver Bruce, certes, mais il veut aussi, on le verra par la suite, mettre fin aux agissements d'un piètre criminel. Il y a une sorte de jalousie professionnelle, comme elle le dit, un truc en tout cas qu'il ne peut pas accepter. C'est-à-dire qu'un essaye de semer un puzzle et lui, il a vraiment envie de comprendre le puzzle qu'elle Exactement. essaie, il ne peut pas s'en empêcher. Donc ça, c'est plutôt cool. Comment lui dit que les gens n'aiment pas quand on pose trop de questions
Et du coup, il se compare à son père, il se compare à elle, et le fait que effectivement, elle pose trop de questions, ça va lui porter préjudice, et qu'il peut l'aider en tout cas à aller dans son sens. Autre chose de très intéressant dans cette discussion, il y a un moment donné où, en gros, elle lui parle des tests qu'il a passés pour sortir, et du coup, pour dire qu'en gros, il n'est pas fou. Et en fait, il a totalement conscience qu'il a un problème, ce garçon. Et c'est ça qui le rend d'autant plus dangereux. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit non, mais oui, oui, non, mais je suis pas quelqu'un de, voilà, hein, j'ai tout à fait conscience que je suis fou. Et il dit, il a réussi les tests. Ça veut pas dire qu'il n'est pas fou. Elle lui dit donc vous n'êtes pas fou. Non, j'ai juste réussi les tests. Et du coup, je trouve ça ressemble tellement au personnage, et je trouve qu'ils en font quelque chose de vraiment très bon. J'aime beaucoup. C'est pas juste. Moi, je trouve vraiment que c'est la meilleure. C'est une des meilleures interprétations que j'ai vues du Sphinx. Ouais, carrément. Donc, même dans les comics, je trouve que dans les comics, il est fade. Dans certains comics, il n'est pas assez. Voilà. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'une profondeur, effectivement. Alors, est-ce que c'est la même chose en VO? Mais en tout cas, la VF, elle nous permet d'entrevoir quelque chose de. Justement, tu vois, je trouve qu'il arrive à rester sur le fil entre justement le grand quignolesque du personnage sur certains points, et puis le fait froid dans le dos. Alors qu'avec Paul Dano, on est beaucoup plus sur The Batman, on est beaucoup plus justement dans le froid dans le dos et pas dans le grand quignolesque. Là, oui. Et je trouve que là, ils ont réussi à trouver un équilibre pour le personnage que personnellement je trouve parfait. Qu'il ne regarde pas. Attends. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Non, mais je relis mes notes, hein, du coup, c'est pas forcément évident. Elle fait en sorte qu'il puisse sortir, en tout cas être confié à la police. En l'occurrence, elle passe devant le directeur de la prison, qui en gros, eu égard et au respect qu'il avait pour son père, ne regarde pas de trop près les papiers. Il la laisse passer, mais il lui fait sentir que tout ça sent pas très bon, et qu'elle va au casse-pipe. Ils se rendent au manoir Wayne. Et alors, il y a toujours des petites vannes entre eux que je trouve très cool, genre allez-y, rentrez par là. Avec plaisir, Barbara. Enfin, je trouve que c'est vraiment très cool la relation qu'ils ont ensemble. Et il passe par un portail, une espèce de porte dérobée. C'est là que vraiment, moi, je me suis dit, ouais, bah, ok, c'est bon. Là, pour le coup, elle sait que c'est Batman. Elle sait que, voilà, elle a trempé dedans, pas dans Batman, hein, mais elle a trempé dans les histoires. C'est peut-être Batman qui a trempé dedans, plutôt. On ne sait pas. Ceci dit, si, on sait, parce qu'il y fait allusion à un moment donné, et elle trouve ça proprement dégueulasse, rien que d'y penser. On retrouve Ace, qui est quand même le chien de Batman dans Batman Beyond. Exactement. Et qui ne comprend que l'allemand, d'ailleurs, le Ace. Qui ne comprend que l'allemand. Et d'ailleurs, il va faire une petite blague honnête. Rafit était rencontré, qui fait... et ça, j'ai vraiment kiffé, et ça va avec le personnage. Ouais. On rencontre Alfred. Est-ce que tu as reconnu sa voix? Mais j'ai reconnu, mais je n'arrive pas à mettre un nom dessus. Alors, c'est Barada. C'est un des mulets de Navarro. Barada, un des mulets. Attends, non mais l'autre, il se fout de ma gueule alors qu'il regarde Derrick. T'es vraiment en train de faire ça? Mais non, c'est pas ça, c'est que... Borelli, Barada, les mulets de Navarro, tu connais pas? Ouais, mais mulets, en fait, c'est pas... Non, c'est les mulets. Comment dire? En fait, c'est les inspecteurs autour de Navarro, les mulets. Et du coup, il y a Barada, et c'est Émile. C'est comme ça qu'on appelle ça. Oui, c'est Émile. Oui, je viens de me... Oui, c'est Émile. Et oui, j'arrivais pas à mettre un nom sur ça, machin, là. Ça machin. Alors, attends 2 secondes, je suis en train de regarder. Il y a pas le timecode. On sait pas depuis combien de temps on enregistre. Tiens. Si, ça fait 51 minutes. Ah putain, 51 minutes. Je le trouvais pas bien.
Bref, j'ai pas noté le timecode quand on a spoilé au tout début, mais du coup, je le note pour les coupes, s'il y a des coupes à faire. Et bref, il devance son énigme en faisant une petite blagounette sur blagounette, et pas blagounette, sur non mais sur le penny, voilà, avec une pièce. Voilà. Ah, le penny, je l'ai une blague pas drôle quoi de Pennyworth. Il dit qu'il va préparer un thé. En même temps, on n'en attendait pas moins du père Alfred. Et pour le bien de tout ça, il concède à travailler avec Nigma sur l'enquête. Il explique que ça fait quelque temps que Bruce s'est éloigné de tout, de Vicky Vale, mais aussi de lui, d'Alfred. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. En tout cas, ça laisse poser des questions parce que ça n'était jamais arrivé. Bien sûr. Il en a même, et là c'est beaucoup plus dramatique, oublié l'anniversaire de ses parents. Et à moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit que s'il l'a oublié, c'est peut-être parce qu'il est une dimension où il n'a pas de parents qui sont morts. Ou alors, peut-être que... Je ne sais pas. Est-ce que c'est la même personne ? Est-ce que c'est la même personne mais que son esprit glisse ailleurs ? Je ne sais pas. Mais il y a un moment donné, il y a un truc qui tourne pas rond là-dedans, je trouve. Le Sphinx les dérange, puisqu'ils s'étaient mis sur le côté pour discutailler un peu. Le père Alfred touche 3 notes de piano. Encore une fois, référence aux années Batou et à tout ce qu'on a pu voir sur Batman, où on pianote 2-3 touches pour rentrer dans la Batcave, puisqu'il fait rentrer le Sphinx dans la Batcave. Et là, j'ai trouvé ça ouf, parce que je me suis dit, ça se trouve, Alfred, avec tous ces grands airs là, qu'il accepte pas, qu'il est pas content que le Sphinx soit rentré dans le manoir, ça se trouve, Alfred, il sait que le Sphinx sait que... Tu vois, il sait qui c'est, quoi. Que c'est Batman. Ouais. Et donc, ça pose pas de problème qu'il rentre dans la Batcave. C'est vrai qu'il le fait rentrer sans savoir, en fait. Effectivement. Effectivement. Alors bon, après, il est un peu cavalier, je trouve, le père Alfred, parce qu'il dit quand même qu'est-ce que fait le Sphinx chez moi ? Oula, attends, mon petit père, tu n'es qu'un palefrenier, tu n'es qu'un... Tu t'es pas chez toi, quoi. Calme-toi, tu es chez les Wayne. Détends-toi, tu ne sers que le thé, c'est bon. Non, mais avec tout le respect qu'on a pour toi, c'est bien, tu t'occupes de gamins depuis 30 piges, mais il y a un moment donné, t'es pas chez toi quand même. Pas chez toi. On rentre dans la Batcave, donc forcément on fait référence au tyrannosaure. On fait référence également à la pièce géante. Que d'easter eggs qui sont doux à nos oreilles. Il demande l'accès du bat ordinateur, ce pourquoi il a quelques réticences quand même, Alfred. Et puis bon, au final, oui, s'il doit aider, il doit aider. On se rend compte que le tueur a envoyé des lettres à Vicky Vale. Et on finit par décider d'appeler Vicky Vale pour voir avec elle. Alors, je ne sais absolument plus comment il le trouve. Ah si, parce que justement, il trouve des lettres adressées à Vicky Vale et que même, comment elle s'appelle, Barbara n'était pas au courant de ces lettres, je crois. On accueille Barbara et le Sphinx au Gotham News Tonight. On dit merci à Gordon. Et votre nom, je n'ai pas saisi. Et l'autre, il dit c'est parce que je ne vous l'ai pas dit. Et donc, il y a toujours quelque chose de mystérieux. Ce à quoi, et c'est là où je voulais en venir, cette personne répond au Sphinx Dakodak. Et je n'avais pas entendu cette... Qui dans le traducteur VF, on traduit quoi que ce soit d'anglais par Dakodak. À mon avis, c'est Okidoki, tu vois. Okidoki. Mais Dakodak. C'est extraordinaire. Je n'ai pas dit ça depuis 30 ans, je pense. Vraiment, 20 ans, 30 ans, 25 ans, 30 ans. On arrive dans la loge de Vicky, qui reconnaît Nigma tout de suite. Hein. Pas la loge, hein, Vicky. Elle reconnaît Nigma tout de suite. Elle explique qu'ils ont rompu il y a 4 semaines, que comme le disait Alfred, il était bien distant et tout. Et je trouve qu'on a enfin, je sais pas toi comment tu l'as ressenti, mais
même si on avait cette atmosphère hyper crade, l'atmosphère était beaucoup plus travaillée dans les 2 premiers épisodes, je trouve. Ouais. Par contre, au niveau de l'enquête, le fait de... Moi, ça m'a vraiment rappelé les jeux, notamment X-Files, que j'avais sur PlayStation, où c'était un peu du point and click, et du coup, tu devais aller interroger des gens, recueillir des indices pour ensuite continuer l'aventure. Et je trouve que là, vraiment, on est dans un travail vraiment d'investigation et de reconnaissance et comment dire, oui, de parlotte, quoi. C'est-à-dire qu'on essaie de tirer les vers du nez des gens, quoi. Et je trouve que ça marche vraiment bien. Donc, ils ont rompu il y a 4 semaines, et c'est là que les lettres ont commencé. Et alors là, moi, je me suis dit, bizarre quand même. Bizarre. Alors, soit il veut la protéger, et effectivement, il s'est séparé d'elle pour justement qu'elle ne soit pas touchée par ce meurtrier. Bon, clairement, il a raté. Ou c'est lui, encore une fois, et du coup, il change de personnalité. Je ne sais pas. Encore une fois, c'est des théories complètement farfelues et fumantes. Non, mais le fait qu'il ait disparu, tu vois, c'est... C'est quand même bizarre. Hein. Et pour le coup, si c'est pas ça, parce qu'à mon avis, ce serait trop simple que ce soit ça. Mais même si c'est pas ça, je trouve quand même hyper balèze de nous orienter sur des mauvaises pistes à ce point. C'est ce qu'on disait en début d'enregistrement. C'est carrément ça. L'histoire nous emmène sur des fausses pistes qui parfois, la plupart du temps, sont plus ou moins rapidement balayées. Mais parfois, là, par rapport à ce coup-là, ça... C'est pas déconnant pour le coup. Quoi. C'est clair. Ils en viennent à la conclusion, en tout cas surtout le Sphinx, qui est décidément d'une intelligence redoutable. Nous vous faisons grâce de toutes les énigmes qui sont faites au fur et à mesure, mais il en sac des tonnes. Clairement, on n'a pas eu le temps de les noter. Et puis, mais c'est toujours un plaisir donc de l'entendre, et il parle très régulièrement par énigme. Il en vient à la conclusion donc avec l'aide bien sûr de Barbara, que les lettres n'étaient pas là pour flatter la personne, mais plutôt pour faire peur à Vicky, et pour inciter Bruce à améliorer le système de sécurité, à payer quelqu'un pour que le système de sécurité se fasse. Et ils en viennent à la conclusion tous les deux que le tueur s'est servi de Vicky Vale comme d'un accès à Bruce Wayne. Donc finalement, la cible prioritaire et la cible première du tueur, c'était de choper, de kidnapper, alors en son propre nom ou pour quelqu'un, ils émettent l'hypothèse que c'est pour quelqu'un, de kidnapper Bruce à un moment donné. Puisque c'est ce qui s'est passé, puisque en gros, il a fini par dormir chez Vicky Vale pour la rassurer une nuit, et quand elle s'est réveillée le matin, il avait disparu. Et c'était juste avant donc qu'il ait cet accident d'avion. Donc effectivement, selon toute vraisemblance, il aurait été kidnappé. Et il a d'ailleurs été kidnappé, donc comme je le disais, dans l'appartement de Vicky Vale. Il décide du coup d'aller dans l'appartement de Vicky pour clairement y fouiller, essayer de trouver des indices. Et la question qu'il se pose, c'est comment fait-on pour surprendre Bruce, et encore plus, comment fait-on pour surprendre Batman? Parce que c'est quand même pas facile, on est d'accord. C'est-à-dire que ça leur paraît bizarre, même si ce n'est qu'un homme, et du coup, il a sûrement été empoisonné. Il décide du coup de se dire que il respire, il y a sûrement un gaz qui a été mis, il voit qu'il y a pas de la peinture fraîche, mais qu'en tout cas le truc a été déplacé et que il est propre. Le conduit de ventilation, j'entends. Et donc ils en déduisent effectivement qu'il y a eu un gaz de répandu. Il remarque que un grand couteau a été placé à l'envers et il le prend. Alors là, moi je vais un peu titiller, mais il prend le grand couteau qui a été mis à l'envers dans les mains. Ah non, j'ai des conneries, il a des gants. Elle lui dit avant de mettre des gants. Donc c'est bon. J'allais dire des conneries. L'honneur est sauf, c'est bon, on peut continuer à faire les podcasts, les gars. Il faut que j'appelle Spotify. Vous n'avez pas merde. Non mais il avait pris le couteau et après ils analysent les empreintes et du coup je comprenais pas pourquoi. Donc il décide de prendre ce couteau
Et ça, j'aime bien aussi cette hausse de tension où, en gros, elle a quand même peur du fait qu'il ait un couteau dans les mains. Elle n'oublie pas que c'est un psychopathe. Et Bah, c'est donc, quand même le Sphinx, quoi. Enfin, c'est c'est quand pas même le plus, Sphinx, faut pas déconner. Et puis d'un seul coup, on revient à l'enquête. Il explique que, en fait, le tueur a pris ce couteau, a dû résister à ses pulsions, et donc a fini par le ranger, mais maladroitement, et du coup l'a mis à l'envers. Elle demande à ce qu'ils trouvent tous les deux, enfin ce qu'ils cherchent et ce qu'ils trouvent du talc et du scotch pour relever à l'ancienne les empreintes donc sur le couteau. Elle téléphone à Montoya, puisque c'est son interlocutrice principale au commissariat, et ce qui semble du coup complètement normal, et elle lui demande de rechercher dans le fichier ces empreintes là. Elle lui explique que c'est un certain Cornelius Sturck, nom dont on a entendu à la fin de l'épisode 2, effectivement. qu'on a entendu à la fin de l'épisode 2, et donc que ce serait le moissonneur. C'est un moissonneur, tout à fait. Elle le traque, je crois que c'est avec le téléphone, si je dis pas de conneries, jusqu'au milieu d'une forêt, et d'un seul coup, plus rien. Et on n'a plus de traces de Sturck. Ils en déduisent, surtout lui, que du coup, c'est que ça doit être sous terre, puisque on les piste jusqu'ici, d'un seul coup, on les piste plus. Donc, il y a de grandes chances pour que ce soit sous terre. Donc, il décide d'y aller. Il décide d'aller jusqu'à la forêt, quoi, pour en savoir un peu plus. Ils sont tout de suite... donc, ils montent dans la voiture. Ils sont pourchassés et encerclés par la police, qui est dirigée par Flas. Il comprend pas qu'elle puisse faire équipe avec ce taré. Elle lui pète le nez, et ça c'est quelque chose d'assez jouissif, parce que tu sens que c'est un connard de premier ordre, hein, c'est un fumier. Ils lui disent ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'ils décident de tabasser le Sphinx devant elle, pour qu'en gros elle ait peur, et ils lui disent très clairement de quitter la ville, qu'en gros ils en veulent pas à Gotham. Ils disent ça à Barbara. Hein. À Barbara, bien sûr. Ouais, et que la prochaine fois, il lui casse la gueule aussi. Il déboule dans les toilettes d'un fast-food après que les flics se soient barrés, les gars de Flas se soient barrés, pour effectivement commencer à rafistoler un petit peu la gueule qui semble très amochée du Sphinx. Il nettoie donc les blessures, et il lui pose la question. Il lui a fait plusieurs fois la vanne. Vous êtes beaucoup trop intelligente pour être dans la police, mais qu'est-ce que vous faites dans la police? Mais pourquoi? Il lui fait cette vanne-là plusieurs fois. Et là, il lui demande sérieusement, mais pourquoi vous êtes entré dans la police? Parce que c'est décidément très bizarre. Vous ne ressemblez pas à ces gars-là. C'est pas possible. Et elle lui dit que quand elle avait 7 ans, un jour de congé, son père était fatigué, elle pensait pouvoir jouer avec lui, et finalement il était claqué, il ne pouvait pas jouer avec lui. De colère, elle est allée dans sa chambre, elle a ouvert le coffre et elle a pris son arme. Forcément, son père, pas content du tout. Il lui demande de poser ça, forcément il a peur de ce qui peut se passer avec sa fille et une arme, hein, comme tous les pères et comme tous les gens dans l'absolu. Donc il lui demande de poser ça, elle trouve rien d'autre que de lui dire que ce qu'elle veut faire, c'est policière dans la vie. Il lui dit qu'elle peut tout faire, hein, qu'elle est intelligente, qu'il n'y a pas de problème, mais que ça, non, c'est niette, c'est pas possible. On sent qu'il a trop subi dans sa vie pour que ce soit le cas. Juste avant, il reçoit un appel. Putain, la vache. Jusqu'au jour où, 12 ans plus tard, 12 ans après avoir essayé de balayer toute la ville de la corruption, et surtout de la corruption policière, sa mère reçoit un appel des flics qui justement lui disent que le Sphinx l'a poignardé. Le Sphinx s'excuse, et on sent en plus il y a quelque chose de sincère dans cette discussion, ouais, tout à fait. et sincère dans ses excuses. C'est étonnant. Va s'en suivre que du coup il va être mis rencard, hein, le père Gordon, il va commencer à boire, ils vont divorcer, et elle s'est promis du coup de finir ce qu'il a commencé, à savoir mettre à mal la corruption à Gotham, et puis j'imagine s'occuper aussi du Sphinx, pour ensuite devenir flic, et puis prendre le flambeau, quoi. Il lui fait la promesse aussi de lui dire ce qui va se passer, ce qui s'est passé, pardon,
avec Gordon, elle est persuadée qu'il s'est passé autre chose entre eux, entre le Sphinx et son père, et elle comprend pas pourquoi. Elle lui pose la question, et lui, il lui fait la promesse que s'ils arrivent à s'en sortir vivants, il lui dira ce qui s'est passé entre son père et lui. Et j'ai hâte de savoir ça, pour le coup. Parce que Ouais. vraiment, Mais c'est ce moment... un petit cliffhanger, en fait, avant la fin, quoi. Ouais, complètement, c'est Pour vrai. nous faire hyper pour la suite. Ce, Et puis ça annonce aussi le fait que le Sphinx va continuer à collaborer avec Barbara, et c'est bon, ça, c'est très très bon. ce, Très ce très très moment très, très bon. est assez prenant, et j'ai trouvé que c'était vraiment une belle dose d'émotion dans tout ça. Ouais. Et s'ensuit une petite scène que moi j'ai pas compris en fait, enfin que j'ai pas compris, j'ai très bien compris la teneur de la scène, mais ce que je veux dire c'est que je comprends pas pourquoi ils en ont pas fait, autre chose. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu continuer, le fait de se barrer, du fast-food, et puis, que ce qui va se passe en même temps que cette scène-là. Non, ils décident de les faire se barrer du fast-food, et quelques secondes, 1 minute peut-être, on a une alerte de proximité de quelqu'un qui s'approche, j'imagine, du centre de la forêt, en tout cas de là où le Ouais. signal s'est arrêté. Et on entend deux personnes qui discutent, et un qui dit on va attendre que le chef en ait fini, et ensuite on tue Bruce Wayne. Ce qui Wayne, sous-entend que Bruce Wayne est en leur possession, et qu'il y a quelqu'un qu'il a été au-dessus de enlevé. tout ça, qu'il a été enlevé, et qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout ça. Est-ce que c'est le moissonneur? Clairement, j'y crois pas. Je pense qu'il y a quelqu'un au-dessus. Oui, et que oui, oui, tout à fait. Et est-ce que le moissonneur est lié à cette bande-là? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est Est-ce complètement qu'on n'a quelqu'un d'autre? pas, C'est ouf. est-ce qu'on n'a pas une Une superposition de, effectivement, de deux affaires, de deux vilains, de deux affaires, ouais, ah, qui n'ont qui strictement s'est rien à voir les passé? unes avec les autres. Et c'est fort possible de ce qu'on connaît de Batman déjà, et puis des enquêtes policières qu'on peut rencontrer de ci, de là, au gré des séries ou des films C'est policiers. ça. Et je trouve que justement, euh, on est typiquement, avec cet épisode, avec ces deux épisodes-là, on est typiquement dans, beaucoup plus que dans les deux premiers, on est typiquement dans le polar, quoi. Vraiment. Ah. Et puis Alors, je dirais pas un polar, film parce que américain je trouve qu'on était beaucoup plus dans le polar dans le premier. Là, on est clairement dans le dans premier, l'enquête. oui. Là, on est dans Là, l'enquête. Ça m'a on est fait plus dans le penser à policier, en fait. dans le qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit polar? T'as J'ai dit dit polar. polar. Je voulais dire Le policier. premier était polar, et Je suis celui-là désolé. était plus policier, du coup. Effectivement. Et ça me fait penser à, même avec toutes ces petites interventions comiques, enfin, cette caution comique du Sphinx, on est carrément dans une genre de comédie policière à la Richard Donner, un truc comme ça, où on suit deux flics qui sont affublés d'un troisième larron. On sait pas vraiment ce qu'il fait là, mais il prend de plus en plus d'ampleur. Et ouais, moi, ça m'a fait penser à tous ces scénarios habituels qu'on peut avoir dans ces films policiers, ouais, Bah, des années 80, plus, 90. Et c'est très plus des, très bon. plus des séries policières. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il y a eu Et, que ça. et, C'est-à-dire Lucifer qui est de la police, comment il s'appelle là, totalement. le mentaliste, HPI, enfin tous ces C'est ça, trucs-là finalement, qui ont exactement. comment mince le ah zut, avec James Spender, je l'ai sur le bout de la langue. Blacklist. Enfin, Oui. tu vois ce genre de consultant, qui soit gentil ou pas d'ailleurs, et qui cynique ou pas. Souvent ils sont cyniques ceux-là du coup. Et effectivement, ils assistent un ou une jeune flic qui va justement aussi avancer Parfois, grâce à eux, quoi. le consultant va prendre une part importante et va devenir une part entière de l'équipe. Ça me fait penser Clairement. à Fringe, par exemple. Tu Complètement. vois, où le consultant, on pense qu'il va rester là le temps d'un épisode ou deux, et puis en fait, il va être là, fait une caution du consultanting Complètement. tout au long de la série. Et là, c'est carrément ça, et c'est plaisant de savoir que le Sphinx va revenir et va rester dans ce rôle, ouais, de consultant, c'est ça. Et je trouve que cette petite touche là de série policière sont hyper bien amenées, et c'est très très bon. Ouais. C'est assez On- complexe, j'ai trouvé aussi, parce il y a quand même pas mal de personnages et pas mal de choses qui s'accumulent, mais hâte on- d'écouter la suite.
En tout cas, je suis hyper content, moi, d'avoir encore une fois, pour des raisons complètement différentes de la première, et c'est d'autant plus ça qui est cool, c'est-à-dire que ça arrive à te proposer quelque chose de différent, tout en étant dans la continuité et tout en étant très cool et Bien sûr. bah, je suis hyper, hyper content. J'avoue que j'ai hâte aussi de savoir comment ils vont raccrocher la wagon et comment, bah, ce qu'on a eu dans les 2 premiers épisodes va se retrouver à un moment donné confronté à ça, c'est obligé. J'avoue que j'ai hâte, de raccrocher les trucs, quoi. Totalement, et puis moi j'imagine que dans le cinquième épisode, on va avoir la focale peut-être sur la bande qui a enlevé Bruce Wayne, donc on va peut-être les C'est ça? entendre en plus longtemps, tu vois. Puis Peut-être peut-être de l'action. on va les entendre, on va les voir, ouais c'est ça, on va les voir fuir, on va les voir, on va entendre Bruce Wayne qui va essayer de palabrer, En tout cas, du Et reste, peut-être que Robin va apparaître, on sait pas. peut-être. On est à plus d'1 h 10 Sauf mon d'émission. McQueen. Je pense qu'il est temps, mon cher ami, de rendre l'antenne. Et ça a été À vous les encore studios. c'était encore un plaisir. Tout Vous à fait. connecter. C'était encore un plaisir de faire ça avec toi, mon petit lapin. En Tout attendant, à fait. on ne peut que vous inviter à écouter Batman Autopsy sur Spotify et bah, écoutez bien le podcast. Nous, on s'occupe d'en faire le rapport. Et Tu avais quelque chose surtout, à rajouter? n'oubliez pas bah, de vous abonner, si ce n'est Ah déjà mais fait, oui, de liker, de commenter un petit peu tout ça, et une petite cloche ping, qui va c'est-à-dire apparaître que ça petit peu avant. ça reste le meilleur moyen de communiquer sur ce qu'on fait. Si vous avez Bah, aimé ou si c'est vous ça. n'avez pas aimé, Si- partagez, commentez, likez et puis, voilà. On ne peut que vous Tout remercier à pour ça. fait. À ciao, Tout ciao à fait. Allez, bisous. et à mardi prochain. Allez, bisous, ciao.